Bonjour à toutes et tous et merci de nous retrouver dans Dimanche Politique pour un sujet qui nous concerne tous, la santé. Comment attirer les médecins dans les déserts médicaux? L'élaboration d'une réforme s'annonce difficile. Le premier article de la loi Garot, adoptée à l'Assemblée nationale et qui vise à réguler l'installation des médecins en France, a provoqué un mouvement de protestation des étudiants en médecine, soutenu d'ailleurs par beaucoup de médecins. Alors, comment convaincre les jeunes médecins de venir dans les zones sous-dotées? On en débat avec nos invités. Boris Ravignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Charleville-Mézières. Vous êtes également président du conseil de surveillance du centre hospitalier Nord-Ardennes qui gère Charleville, Fumay, Nouzonville et Sedan. Tout à fait. Myriam Mabrouk, bonjour. Vous êtes étudiante en 3e année de médecine et vous êtes porte-parole des étudiants en médecine de Reims. Vous êtes 1500, c'est ça? 1500 étudiants. En effet, à peu près. Et Guillaume Michaud, bonjour. Vous Bonjour. êtes président du groupe Gutenberg Santé à Tessy. Donc, merci à tous les trois d'avoir accepté de débattre de sujets qui s'annoncent quand même assez sensibles. Revenons sur la levée de bouclier provoquée par le projet de loi du député socialiste Guillaume Garot. Le premier article prévoit de réguler l'installation des médecins. C'en est donc fini de la liberté d'installation. Myriam Mabrouk, je le disais, vous représentez 1500 étudiants. Vous avez manifesté à Paris. Oui. Pour quelles raisons vous êtes contre? Eh bien, les étudiants en médecine ont cette volonté qui est tout à fait naturelle d'avoir une liberté de vivre où ils le souhaitent. D'autre part, ils ont envie d'être acteurs de leur choix. Après 10 ans de sacrifices, d'études, c'est tout à fait compréhensible et tout à fait normal. Boris Ravignon, sur cette question, est-ce qu'il faut contraindre les étudiants à venir s'installer dans les zones sous-dotées? Non, je crois que c'est comme les Ardennes, par exemple. Alors oui, bien sûr. Alors c'est une fausse bonne idée. Bien sûr qu'on a besoin de ressources médicales et qu'on aimerait effectivement avoir davantage de médecins qui s'installent dans un certain nombre de territoires. S'il y avait malheureusement que les Ardennes comme problème, ce serait en réalité, on est à 80% du territoire qui est aujourd'hui sous-doté. 87 même. Donc vous voyez qu'on a en réalité un problème global. Et je pense qu'en décourageant et en donnant le sentiment effectivement aux médecins que c'est eux les variables d'ajustement de ces systèmes, je ne crois pas qu'on va encourager encore davantage de jeunes, ce dont on a besoin, à se destiner à ces études. Ce sont des études longues, ce sont des études où bien sûr la collectivité investit, on investit dans la formation des médecins, mais je crois qu'on a plus utile et plus intéressant, j'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir, à demander comme contrepartie aux médecins, notamment d'accepter dans un certain nombre de cas de développer les pratiques avancées des infirmiers pour mieux se répartir les soins. Donc je crois qu'il y a aujourd'hui, on se trompe de sujet. Il y a bien sûr un problème de pénurie médicale qui est dramatique, qui doit tous nous alerter, mais ce n'est pas avec une mesure autoritaire de coercition sur les jeunes médecins, sur les étudiants qui sortent de leurs études qu'on s'en sortira. Alors Guillaume Michaud, vous gérez donc un centre à Tessy qui regroupe des médecins généralistes et des médecins spécialistes. Il y a aussi beaucoup d'autres professionnels de santé. Qu'en pensez-vous de cette contrainte, de contraindre les médecins à s'installer dans les zones sous-dotées? Alors, la situation que nous vivons aujourd'hui est une situation dont la responsabilité est sociétale, politique et corporatiste. Donc je pense que la réponse, ou les réponses, devraient être sociétales, politiques et corporatistes. Aujourd'hui, faire peser seulement sur la corporation une loi qui amènerait une réponse magique... La corporation, donc les médecins. Je pense que si on pense que c'est l'alpha et l'oméga pour répondre au sujet qui nous concerne, je pense qu'on se trompe totalement. Aujourd'hui, par rapport aux années 80, c'est 15 millions d'habitants en plus dans notre beau pays. Donc, un besoin de santé supplémentaire. Un nombre d'étudiants, on a augmenté le numerus clausus, mais le temps que ça porte ses fruits, il y a du temps encore. Donc, ce qui veut dire que, pour le coup, on doit imaginer des choses un petit peu plus modernes, étonnantes, peut-être disruptives pour répondre à ce problème de manière immédiate. En tout cas, le temps que les médecins se forment, le gouvernement a une idée présentée par François Bayrou dans son pacte de lutte contre les déserts médicaux, une idée relayée d'ailleurs par Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé. Elle était de passage à Reims cette semaine, on l'écoute.
Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la contrainte, nous sommes dans l'échange et l'idée, c'est en revanche de regarder comment dans les études médicales, nous proposons effectivement aux internes d'être en capacité, dans leurs différents semestres d'internat, d'aller faire des internats, soit en médecine générale avec des maîtres de stage, ce qui permet de découvrir des territoires, soit dans des hôpitaux qu'on appelle périphériques. Pour être concrète, ça veut dire que quand vous êtes étudiant à l'université de Reims-Champagne-Ardenne, vous allez par exemple aller à Charleville ou vous allez aller à Troyes. C'est cet exemple-là, ce qui permet aussi de rayonner sur l'ensemble du territoire. Donc, d'une part, faire des stages dans des territoires qui sont sous-dotés, considérés comme sous-dotés. Et puis, d'autre part, il y a un autre point important, c'est demander aux médecins de faire 2 jours par mois dans ces zones sous-dotées. Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam Mabrouk ? Alors, je pense que c'est une proposition qui a beaucoup de contraintes, qu'elles soient notamment logistiques. Il faut savoir qu'un médecin, c'est beaucoup de matériel, c'est beaucoup en fait, il y a le médecin et ce qui entoure le médecin. Le médecin, pendant qu'il est en déplacement, du coup, pendant ces 2 jours-là, il faut qu'il soit remplacé, ce qui complexifie encore notre système de santé, qui est déjà extrêmement complexe. Au niveau administratif, il faut savoir qu'un médecin n'a pas le droit d'avoir 2 cabinets dans le même conseil départemental. Donc, c'est beaucoup de problématiques administratives et logistiques qui font que cette proposition de loi a des côtés un peu à discuter. Enfin, je pense que là, sur le plan administratif, on pourrait l'aménager. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Boris Ravignon ? Je pense honnêtement que ça va plutôt dans le bon sens. C'est-à-dire qu'aménager les études pour que les étudiants en médecine découvrent aussi d'autres territoires. Et c'est déjà très largement, soyons honnêtes, ce qui se fait aujourd'hui. C'est-à-dire que les établissements de santé, les hôpitaux qui ne sont pas CHU, on a un très beau et un très gros centre hospitalier Nord-Ardennes, accueille et joue déjà son rôle en termes de formation. Mais je pense que en combinant l'action aussi des collectivités, parce qu'on est, nous, très engagés aujourd'hui sur la santé, pour Ardennes Métropole, l'agglomération que je préside, on avait investi autour de 2 millions d'euros sur les sujets de santé, maisons médicales, et entre 2014 et 2020. On va être à 12 sur le mandat qui vient. Donc on est x6 parce qu'il y a un vrai besoin aujourd'hui et on peut intervenir de manière complémentaire avec l'État. Et pourquoi je parle de ça ? Parce que je pense que Catherine, Vautrin avait probablement ça en tête en parlant de Charleville-Mézières. On construit en ce moment une maison des internes à Charleville-Mézières pour que quand, vous voyez, on règle une partie du problème logistique que vous avez indiqué tout à l'heure. Et que donc les internes qui viennent passer leurs 6 mois à Charleville ou en stage auprès d'un médecin généraliste, eh bien, ils soient bien accueillis et puis qu'ils aient aussi finalement qui voient la ville et le territoire sous un jour avantageux pour leur donner envie d'y revenir ensuite. Alors, c'est une question. Oui, vous vouliez dire ? Je suis totalement d'accord avec vous et c'est un des points qu'on défend le plus, c'est ce côté de venir nous faire découvrir en fait ces territoires qui sont méconnus des jeunes médecins et en fait de pas nous catapulter au bout de 12 ans d'études dans des territoires qui nous sont inconnus, mais de justement nous faire découvrir ces territoires qui ont une pratique de la médecine qui est différente. On soigne pas pareil dans les zones sous-dotées que dans les grandes métropoles et c'est des pratiques qui intéressent les futurs médecins. Alors, vous pensez justement que des futurs médecins, enfin des jeunes médecins pourraient être intéressés pour rejoindre, par exemple, bien sûr, un centre médical ? Bien sûr. Les maisons pluridisciplinaires se développent de plus en plus. C'est une pratique qui est extrêmement bénéfique, que ce soit autant pour les médecins qui sont entourés d'un cadre professionnel qui les accompagne, que pour les patients qui peuvent avoir justement cette pluridisciplinarité qui les prend en charge dans leur globalité. Et là, il ne faut pas que l'État décide seul. Il faut qu'il travaille avec les collectivités qui vraiment, je le mentionne, je ne crois pas qu'on soit les seuls en France à faire comme ça, peut-être une proportion diverses, mais je pense vraiment qu'il y a besoin que l'État qui cette prérogative réorganise les études de médecine, eh bien, travaille avec les collectivités pour que notamment les aspects logistiques, on puisse nous aussi les prendre et les traiter. C'est du gagnant-gagnant. Si les jeunes étudiants font des stages, des séquences d'internat intéressantes dans nos hôpitaux, entre guillemets périphériques, ou auprès de médecins dans les Ardennes, ils vont ensuite, une partie d'entre eux aura ensuite assez naturellement envie de revenir s'y installer. Et c'est ça que là, on joue sur l'attractivité et pas sur la contrainte. Et je crois que c'est un vecteur bien plus puissant. Alors, ce qu'évoque le maire de Charleville-Mézières est déjà en partie réalité. On remarque que la moitié des installés se sont installés à moins de 40 km du lieu où ils ont été formés. Donc, c'est déjà une réalité. Il y a déjà des exemples sur le territoire. À Saint-Dizier, par exemple, ça fonctionne déjà plutôt pas trop mal. La première partie, on va dire, de la loi qu'a rapporté Catherine
Catherine Vautrin. Pour moi, passer par la formation, c'est évidemment quelque chose de très positif. La seconde partie de la loi, pour moi, pardon, mais ça ressemble plutôt à une usine à gaz sur la durée. Alors, à la fois sur l'organisation matérielle, effectivement, un médecin, c'est pas seulement sa petite sacoche et son ordonnancier, c'est bien d'autres choses aujourd'hui. Et puis surtout, il y a une notion de projet de soins, de projet de santé. Oui. Vous allez envoyer des médecins face à des patients, ils vont avoir une pratique, ils vont prescrire, ils vont accompagner. Quid du suivi, de la responsabilité? Quand un médecin va prescrire des examens complémentaires, est-ce que ce sera lui qui assurera le suivi ou est-ce que ce sera un autre de ses confrères? Là, on est sur un vrai sujet d'organisation et de santé qui, à mon avis, mérite d'être bien regardé. Je pense que cette proposition a été faite dans l'urgence. C'est parce que entre le moment où on va former des médecins qui auront fait des stages et qui seront intéressés à venir s'installer dans un endroit et maintenant, il y aura 10 ans. Et pendant ces 10 ans, il faut trouver des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Ça ne participe pas à détendre les relations entre la communauté soignante et nos dirigeants. Je pense qu'il faut faire attention. Voilà, par exemple, sous quels critères? Moi, dans le groupe dans lequel j'exerce, j'imagine que si on me prive de mes médecins généralistes, même 2 jours par mois, ça veut dire qu'il faudra que j'en trouve d'autres pour répondre aux besoins locaux. Myriam, vous avez fait le tour des 1500 étudiants, vous avez fait un sondage en fait pour voir un peu quelles sont leurs demandes. Bien sûr. Et qu'est-ce qui ferait qu'ils accepteraient de venir peut-être dans des zones sous-dotées justement. Quelles sont les principales revendications? Alors, la principale revendication, c'est l'accompagnement professionnel. Il faut savoir que la médecine, c'est une discipline qui, en fait, on est entouré et on est encadré tout le long de notre cursus. On a un système, voilà, on a nos médecins seniors qui nous accompagnent, on a toujours vraiment ce cadre professionnel. Nous ne sommes pas contre aller dans les zones rurales. Cela dit, on a besoin d'avoir ce cadre, cette communauté professionnelle à disposition, que ce soit en cas de questionnement, en cas d'urgence. On fait une discipline, un métier qui est quand même à haut risque. On a la vie de nos patients entre les mains. C'est un travail qui s'inscrit dans une pluridisciplinarité et dans une relation de confiance avec nos confrères et nos patients. On a parfois besoin d'avoir des opinions professionnelles d'un collègue qu'on sait plus compétent sur certains domaines, sur certaines spécialités que nous. Et c'est vraiment cet accompagnement. Dans un second temps, il ne faut pas oublier que derrière chaque médecin, il y a aussi une famille. Il y aura peut-être un conjoint, peut-être des enfants. Nous voulons des métiers pour nos conjoints dans les zones où nous voulons nous installer, des crèches pour nos enfants, des moyens de transport, une vie en fait, une vie correcte dans laquelle nous pourrons nous installer et créer cette patientèle. Voilà, c'est ça, c'est au-delà. Très important, parce que, oui, au-delà de la demande médicale, il y a aussi un problème d'aménagement du territoire, de services publics aussi. Mais on en arrive là, et je trouve ça intéressant de l'insister. Il y a une faute et puis il y a une nouveauté. Il y a une faute qui est que dans les années 90, dans notre pays, on a pensé que moins on avait de médecins et moins on aurait de dépenses de santé. Alors c'est brillant comme raisonnement, et donc ça aboutit à ce qu'effectivement, au milieu des débuts des années 90, on a 3000 étudiants qui passent chaque année en deuxième année, qui donc entament leurs études de médecine. Ça, c'est catastrophique, et c'est quand même une partie du problème aujourd'hui. C'est-à-dire que tous ces jeunes qu'on n'a pas formés à la médecine dans les années 90 nous manquent aujourd'hui. Mais il y a aussi une nouveauté qui est effectivement la mutation de la profession, et qui touche d'ailleurs pas que les médecins, qui touche l'ensemble des professions de France, dans tous les domaines, avec... alors il y a aussi une féminisation plus forte de la profession médicale qu'auparavant, et des gens qui tout simplement disent mais on ne veut plus, comme moi j'ai encore le souvenir du médecin de mes grands-parents qui commençait sa journée vers 7h du matin et la terminait à 22h ou 23h, passait et avait une patientèle absolument considérable, ne faisait que ça, vivait un sacerdoce médical. Aujourd'hui, on ne peut pas demander décemment à des gens de vivre ça. Certains peut-être le font encore, mais c'est pas un choix qui est général, et on ne peut pas l'exiger des jeunes médecins qui s'installent, notamment de nombreuses jeunes femmes qui choisissent la médecine et qui ont envie de concilier ça avec une vie de famille. Et donc, je pense que ça, on aurait peut-être pu mieux l'anticiper. Sociologiquement, on aurait pu le sentir arriver. Mais là, pour le coup, il y a un élément de nouveauté auquel il faut qu'on s'adapte aussi. Et donc, on réfléchit, nous, par exemple, dans notre territoire, à aussi proposer d'autres formes d'exercice. Parce que vous parliez de l'exercice collectif, et je crois qu'effectivement, il est plébiscité, pluridisciplinaire, mais le salariat, qui pendant des années était absolument le salariat des médecins. On voyait l'exercice libéral qui était finalement l'alpha et l'oméga, pour le coup, pour reprendre votre expression de l'exercice de la médecine. C'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. On a aussi quelques-uns, ils sont pas
très très nombreux encore, mais si ça peut permettre de diversifier l'offre et d'avoir finalement des médecins qui sont à l'aise et qui ont envie de s'installer chez nous, très bien, on est en train de développer le salariat. Je pense qu'il faut permettre les deux. Oui. Il faut pour accompagner les médecins en plus qui viennent dans les Ardennes, vous avez mis en place un bureau spécifique, un service. Oui, une sorte de conciergerie. C'est-à-dire qu'effectivement, on a développé ça avec l'ARS. J'y reviendrai parce que il faut, sur tous ces sujets, les collectivités locales prennent un rôle un peu plus important. On est parfois aidé et puis... Là, on l'est. Donc, on a développé effectivement une sorte de conciergerie médicale. C'est-à-dire qu'auprès à côté du bureau des affaires médicales à l'hôpital, il y a quelqu'un qui s'occupe de trouver des places en crèche, potentiellement où vont pouvoir s'installer, se louer, et pour faciliter vraiment la vie. C'est la facilitation. Et je crois que ça c'est le premier de ces bels avenirs. Il y a eu un petit concours national qui a été fait par une revue des collectivités locales et puis par la Fédération française hospitalière. Et on a le 3e prix pour cette année de l'innovation. Donc cette conciergerie médicale, je crois que ça va dans le bon sens. Ça marche bien, Myriam, vous disiez, ça c'est important. C'est très important parce que comme vous l'avez dit, les états d'esprit changent, les mentalités changent et tout le monde n'a pas le même choix de carrière. En fait, j'ai l'impression que l'opinion publique pense que tout le monde veut aller à Paris ou dans les grosses métropoles. À titre personnel, c'est pas du tout mon cas. J'aime ma campagne, j'aime ce côté-là qui est plus tranquille de la campagne. Et en fait, chacun choisit ce plan de carrière qui lui convient. Et comme vous l'avez dit, les médecins ne sont plus comme avant. Je sais que mon grand-père, qui était médecin généraliste aussi, ma grand-mère me racontait que il était appelé à 23h pour une femme qui accouchait. Il y allait. À titre personnel, si j'ai des enfants en bas âge, que quelqu'un m'appelle, en fait, ce sera ma famille. Évidemment, la médecine, c'est ma vocation, c'est ma passion. J'y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, j'y consacre ma vie. Mais cela dit, j'ai d'autres aspirations. Guillaume Michaud, vous avez trouvé un nouveau modèle que vous allez nous présenter. Ça marche un peu sur un système de coopérative. On s'est inspiré de ce qu'avaient fait les agriculteurs sur le nord rémois et on a doublé d'un projet de santé, on a attaché à notre exercice on va dire un projet entrepreneurial et un projet patrimonial. On fonctionne comme une coopérative. Finalement. Donc c'est un centre avec combien de médecins, combien de professionnels de santé? Je crois une trentaine de professionnels de santé qui sont actionnaires. On a 2 antennes aujourd'hui. On a une antenne principale à Tessier, une antenne à Sillery. Effectivement, nous, on encourage nos praticiens à s'inscrire dans la durée et à voir loin. C'est pour ça qu'on leur propose un projet entrepreneurial et patrimonial. L'entrepreneuriat médical, c'est important. Il faut qu'ils puissent avoir des perspectives. Et puis aussi, quand on leur donne des perspectives et quand on les lie par, on va dire, un projet commun, forcément, ça les amène à rester et ça les amène à être très responsables, y compris quand ils décident de partir en retraite ou vivre leur vie ailleurs. Parce que là, ils sont actionnaires, donc en dehors, ils sont propriétaires. En dehors de l'argent qu'ils peuvent gagner par les consultations, ils ont aussi un intérêt. Ils sont propriétaires de leur outil de travail, donc déjà, ils en font ce qu'ils en veulent et puis ils y développent ce qu'ils en veulent. Chez nous, pas de dividendes pendant le temps de l'exercice. Par contre, au moment du départ, effectivement, la revente des parts avec un système assez favorable qui permet de compléter quelque part. C'est une caisse de retraite un peu privée et améliorée. Mais voilà, c'est surtout être partie prenante et actionnaire et propriétaire de son outil de travail. Alors là, est-ce que ça marche? Et en fait, vous avez discuté avec eux avant de venir, vous nous l'avez dit. Et qu'est-ce qu'ils trouvent de positif dans ce système? L'idée de notre système, c'était de répondre à leurs problématiques de court, de moyen et de long terme. À court terme, quand un médecin s'installe, c'est la lourdeur administrative. On parle partout de choc de simplification. Nous, le choc de simplification, surtout on a essayé... Pas tellement de simplification. En fait. La simplification, on a essayé, nous, de l'amener. C'est-à-dire qu'on a mutualisé les moyens. On a créé des fonctions support qui nous permettent d'accompagner les jeunes installés, de les accompagner, alors certes financièrement au départ pour l'achat du matériel, l'installation du cabinet, la partie technique et technologique qui prend de plus en plus de place, y compris dans les cabinets de médecine générale, et puis aussi un accompagnement humain avec le développement des postes d'assistants médicaux, de secrétaires médicaux, le travail en équipe de soins primaires, c'est-à-dire en équipe organisée avec un ensemble de paramédicaux, ce qui leur permet, j'allais dire, de s'installer et de penser médecine. Est-ce que vous connaissez ce genre de structure? C'est des structures dont on nous parle de plus en plus parce que, comme mes collègues ont bien pu le dire, c'est des structures qui vont dans l'adaptation de la société, en fait. Cet exercice médical qui vient s'adapter à cette nouvelle société. Et donc, forcément, on a tous des personnalités différentes et on a tous envie de pratiquer la médecine d'une manière différente. Et donc, je trouve ça très pertinent de venir vouloir combler certains de ces besoins. Moi, je trouve ça intéressant parce que ce que disait M. Michaud est
confirmé par Mabrouk, c'est qu'on a, on a aujourd'hui une innovation et il faut vraiment qu'on sache ce qui est important. Ce qui est important, c'est le temps que le médecin passe avec son patient. Qui est beaucoup raccourci par beaucoup de charges administratives, par exemple. Exactement. Et c'est justement c'est là que je crois qu'on a la possibilité d'intervenir. Et c'est un travail collectif à réaliser. D'abord pour que, effectivement, les organismes de sécurité sociale, les complémentaires maladie, etc., prennent pas trop de temps, ne mangent pas trop de temps des médecins parce qu'on a besoin d'eux pour les actes médicaux essentiels. Et puis, on a besoin aussi de discuter avec les médecins. Finalement, je parlais tout à l'heure un peu d'équilibre de droits et de devoirs. On a tous, quelle que soit notre place, des droits et des devoirs. Je pense que de mettre dans les devoirs celui de s'installer dans les zones, c'est pas le bon. C'est pas celui-là qui compte. Il y a par exemple, mais par contre, on est la collectivité. Je pense à des choses à attendre des médecins. Et je vois aujourd'hui, c'est pour ça que je refais le lien avec les pratiques avancées qui se développent, notamment on forme des infirmiers dits de pratiques avancées. Donc ils ont une formation un peu plus longue pour faire certains actes qui sont aujourd'hui dans le champ médical, pratiqués par les médecins. Voilà, de la continuité de traitement chronique. C'est vraiment des petits gestes qui sont vraiment très ça, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, il y a un conservatisme des organisations de médecins. Tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est intéressant d'entendre une étudiante qui freine vraiment là-dessus. Et je crois que ça, c'est un champ sur lequel il faudrait qu'on travaille. Bien sûr. En tant qu'étudiante qui n'a aucune influence, quelle qu'elle soit, je suis pour dire que les infirmières sont le moteur de l'hôpital, autant que les médecins. Les infirmières sont vraiment nos bras droits. Elles ont des connaissances, elles ont la pratique beaucoup plus que nous. Il faut savoir que les infirmières piquent mieux que les médecins, sachez-le. Donc vraiment, ces infirmières avec la pratique avancée peuvent vraiment être un plus vraiment non négligeable pour les médecins, puisqu'en fait, elles nous déchargent de ces, j'irais pas dire ces banalités, mais c'est des choses qu'on répète souvent. Vous savez pas le nombre de formulaires qu'on doit remplir pour le même patient, le même formulaire. Simplement parce qu'il faut l'envoyer à plusieurs organismes. Donc c'est vraiment des pratiques qu'il faut mettre en avant. Et j'aimerais simplement rajouter un point, c'est que dans les médias, tout ça, j'ai pu lire beaucoup de choses qui m'ont parfois heurté. J'aimerais simplement rappeler que c'est nous, les médecins, et vous, la population générale, contre les déserts médicaux. C'est pas la population générale contre les médecins. On est contre les déserts médicaux, on veut soigner nos patients, on fait un serment pour soigner nos patients. Personne ne fait ce raccourci. Non, et c'est très bien d'ailleurs, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission déjà. Et justement, qu'est-ce que concrètement vous proposeriez-vous pour cette période transitoire qu'il va bien falloir gérer? Oui, c'est dans un premier temps, c'est d'injecter en fait de l'argent, tout simplement. Il faut injecter de l'argent dans les territoires où on veut voir s'installer les médecins. Pourquoi faire pour plus payer les médecins ou pour développer des services? Pour cet accompagnement. Il faut savoir que les médecins sont déjà surbookés en étudiants. Je pense notamment à mes collègues externes. Dans un service, les externes se marchent dessus. On n'a pas forcément tout le temps de pouvoir voir ce qu'on veut. Il faut aussi développer ce qu'on appelle l'assistanat territorial, c'est-à-dire envoyer nos futurs médecins justement dans ces zones sous-dotées. C'est les points qui ont été abordés un petit peu plus tôt. Donc en stage. En stage, en effet. Oui, moi je crois qu'en fait, il faut pas se laisser prendre par l'urgence qu'on vit, même si elle est très grande aujourd'hui. Je pense qu'il faut vraiment, face à une situation difficile, je rejoins ce que disait M. Michaud tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on travaille tous ensemble à trouver les bonnes solutions. Alors ça peut être d'améliorer la formation, il y a certainement des choses qui peuvent être faites, de travailler sur les pratiques avancées, on l'évoquait à l'instant, que les collectivités se mobilisent, parce que on ne peut pas simplement dire « Oh là là, c'est terrible, il n'y a pas de médecin », on ne le découvre pas de ce matin. Dans les Ardennes, on a aujourd'hui, ou sur Ardennes Métropole, on est à 37% des médecins qui ont plus de 60 ans. Donc ça, c'est pas un truc qu'on a découvert avant-hier. Enfin, il suffit de regarder. Parce qu'on se retrouve dans le creux, en fait. On a juste après le numerus clausus. Exactement. Et donc je crois que gouverner, c'est prévoir. Et il faut qu'on prévoie justement la résolution de la crise dans les années qui viennent. Donc, travaillons aujourd'hui de manière sereine à ce que finalement on utilise les ressources médicales vraiment pour ce dont on a le plus besoin et qu'on les aide, nos médecins, à s'installer et à pratiquer, parce qu'il y a aussi des médecins qu'on décourage de la médecine aujourd'hui quand on la rend trop compliquée ou trop contraignante. Je voulais juste aborder le problème, enfin c'est pas un problème, mais la proposition de faire venir davantage de médecins étrangers.
Alors on l'a essayé, ça se heurte malgré tout un tout petit peu quand même au fait qu'on puisse reconnaître et connaître et valider les formations médicales. Il ne s'agit pas d'avoir pratiqué on est plus sévère avec eux parfois. Une sous-médecine. Ça arrive aussi. Et puis il y a parfois des problèmes administratifs infinis dans lesquels on les fait entrer. On pourrait aussi avoir une coopération frontalière plus importante. Nous, dans les Ardennes, on a beaucoup espéré à un moment donné être capable de faire venir des médecins belges. À un moment donné, ils avaient une double cohorte, c'est-à-dire qu'ils avaient 2 promotions d'internes. Ça s'est assez peu développé, ça a peu fonctionné, je le regrette, mais toutes les pistes, effectivement, doivent être examinées. Le problème des médecins étrangers, c'est que je crois qu'à un moment donné, en France, on n'avait plus de médecins béninois qu'au Bénin. Et donc, il y a un moment aussi à voler les jeunes formés à la médecine dans d'autres pays, eh bien, je crois qu'on dégrade la situation dans ces pays-là, ce qui n'est pas non plus une excellente idée. Guillaume Michaud, dites-nous que dans vos centres, on peut obtenir un rendez-vous en moins de 6 mois. Ah oui, bien sûr. Alors pour la médecine générale, on a même une organisation qui nous permet de répondre au quotidien sur les soins non programmés. L'organisation rend les choses possibles. Moi, je pense qu'il faut surtout faire confiance à la communauté médicale et à la communauté de soignants et être agile. Il faudrait que l'État soit un peu plus agile sur les moyens déployés et la manière de les utiliser. Et parfois, faire passer de la responsabilité individuelle à la responsabilité collective, ce qui est nous principalement notre souci aujourd'hui. Myriam Mabrouk, vous êtes beaucoup consultée par le gouvernement ? Je fais partie d'une association qui s'appelle l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, qui est en lien étroit avec le gouvernement pour justement leur faire passer toutes nos revendications. Oui, on peut dire ça. Cette proposition de loi ne nous convient pas du tout. Il n'y a aucun intérêt à forcer les gens à faire quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout la politique ni de la France ni des études de médecine. C'est plutôt des mesures incitatives, comme on a pu en débattre pendant les 30 dernières minutes, qui pousseront les jeunes médecins à aller dans les zones rurales, qui, sachez-le, ne sont pas tous réticents à aller dans les zones rurales. Merci beaucoup à tous les trois. Donc, Merci. C'est un dossier qui va beaucoup évoluer, donc qu'on va suivre avec intérêt. C'est la fin de notre émission, donc vous pourrez la retrouver sur notre site internet. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci également à toutes les équipes qui ont permis la réalisation de cette émission. Vous pouvez la retrouver sur internet, je l'ai dit, et très bon dimanche à tous.